Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 30 du 7 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 1546 milliards de dollars, il perd 0,37%. Ça va, on a connu pire. Par contre, on a le Bitcoin qui arrive toujours pas à passer ces fameux 40 000 dollars, il perd 1,16%, mais il fait toujours 20% en 7 jours, même 21,34% en 7 jours. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Maintenant, on verra lors de l'analyse technique en fin de journal ce qu'il va se passer et ce qu'il en est pour ce week-end. Alors on a Ethereum qui gagne 1,15% à 2348 dollars. On a le Tether en troisième position, le Binance Coin qui stabilise malgré les mauvaises nouvelles pour Binance. On a le Cardano, la pitié d'un banque de mon cœur qui perd 0,59, mais on va dire qu'elle est assez stable. Elle gagne quand même 9,83, un petit peu comme Binance, 9,72. En 7 jours, c'est plutôt sympa. Par contre, on a XRP qui super performe, qui nous fait 26,29% en 7 jours et 4,05% en une journée à 0,7353. C'est mon petit empérifare qui doit être content. On a l'USD Coin en 5e position. On a le Dogecoin qui est à 0,20, il perd 0,16%. On a le Polkadot de Magic War qui gagne 1,87 et sur 7 jours, il fait 20,43%. C'est aussi important à souligner. Et on a le BUSD qui est toujours en 10e position. On va regarder les top gagneurs du jour. Top délire méga groove. On a le Flow, check the Flow, qui nous fait un petit 24,99% en 24 heures. Ça c'est beau. On a Chainlink qui revient en force, qui fait 40,16% en 7 jours et 14,89% rien qu'aujourd'hui. On a le Stax qui nous fait 12,39% et 8,81% en une journée. On a quand même quelques belles cryptos qui sont dans le vert, mais bon voilà. Pour le moment, le Bitcoin stabilise. On verra bien tout ça lors de l'analyse technique en fin de journal. Alors salut à toi, si t'es nouveau, moi c'est Weltemer, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal de crypto. Je fais ça chaque jour où je vous fais une analyse de quelques articles que je sélectionne et je termine par une analyse technique du Bitcoin. Allez, c'est parti. Ah oui, oublie pas, tu peux nous rejoindre aussi sur Culture Crypto Twitter, tu as tous les liens en description. Allez, c'est parti. Générique. Alors la première news du jour, c'est une nouvelle assez intéressante et surtout très importante pour l'avenir des crypto-monnaies aux États-Unis. Tu vas me dire, bon, moi je m'en fous un petit peu, j'habite en Europe. Ouais, mais bon, faut pas croire que ce qui se passe aux États-Unis n'a pas d'influence en Europe, que du contraire. Ce qui se passe aux États-Unis généralement a de l'influence dans le monde. C'est un petit peu comme en Chine. Ce qui se passe en Chine au point de vue militaire, ça a de l'influence dans le monde. Et bien là, c'est au point de vue économique, ça a de l'influence dans le monde. Pourquoi? Il y a un nouveau projet de loi qui propose au Trésor américain d'avoir les pleines autorités sur les crypto-monnaies et les pièces de monnaie fiduciaire crypto, c'est-à-dire les CBDC. Mais personnellement, c'est pas le volet sur la CBDC qui m'importe dans cet article de cointelegraph.com. Ce qui m'importe, c'est vraiment ce nouveau projet de loi qui est présenté par monsieur Don Bayer de Virginie, qui propose un cadre réglementaire et juridique de grande envergure pour les actifs numériques à tous les niveaux. Il propose que les actifs numériques soient placés sous la compétence de la CFTC, de la Commodities Future Trading Commission, et il propose que les titres d'actifs numériques soient placés sous la responsabilité de la SEC, de la Security and Exchange Commission. Ils seraient chargés tous deux de fournir une clarté juridique concernant le statut réglementaire de 90% des actifs numériques les plus importants en capitalisation boursière et en volume de transactions. Je pense que ça ferait vraiment très très mal aux entreprises crypto-monnaies parce que la SEC est connue pour être anti-crypto, la CFTC un petit peu moins, mais la CFTC c'est par rapport au trading, donc à mon avis elle s'occuperait plus de tout ce qui est Bitcoin, tout ce qui est décentralisé, qu'il n'y a pas d'entité derrière mais une organisation, une fondation à but non lucratif. À côté de ça, on apprend que les exigences réglementaires pour tous les actifs numériques et titres d'actifs numériques devraient, en vertu de la loi, se baser sur le secret bancaire et ça devrait être classé comme instrument monétaire. Donc les actifs numériques et les titres d'actifs seraient classés comme instruments monétaires. Afin de renforcer la transparence, mon gars, il y a la blockchain, mais bon, à mon avis, à ton âge, tu dois pas comprendre,
et la déclaration, bien évidemment, pour les impôts et l'application contre la lutte contre le blanchiment d'argent. C'est clair que c'est bien connu que le dollar dans des valises pour blanchir l'argent, ça n'existe pas, tout le monde utilise des crypto-monnaies. Enfin bref, tu sais bien, on achète des armes, des putes, de la drogue, des enfants avec nos crypto-monnaies, c'est bien connu. Alors aussi, ils veulent donner le plein pouvoir au trésor américain afin d'autoriser les stablecoins basés sur une monnaie fiat, par exemple l'USDT. Donc ça pue pour l'USDT. Conclusion, mais si l'USDT est en danger, le marché entier des crypto-monnaies est en danger. Car la plupart des échanges se font en BTC contre la crypto-monnaie, mais surtout, pour récupérer l'argent, ça se fait sur de l'USDT et ça peut faire très très mal au marché. Alors pour prévenir la fraude, le projet de loi propose aussi que tous les actifs numériques qui ne seraient pas enregistrés dans un grand livre public distribué dans les 24 heures soient signalés à la CFTC. Et ça aussi, ça fait très mal, parce qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont toujours pas déclarés, et donc ça peut faire très 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 mal au monde des crypto-monnaies. Cette loi, c'est une manière qu'a le Trésor américain et l'establishment de mettre la main sur notre chère crypto-monnaie. Il faut bien comprendre que les États se rendent bien compte, et en particulier les États-Unis se rendent bien compte qu'ils vont perdre la main s'ils laissent filer tout ça. Conclusion, nous sommes peut-être en train de vivre les derniers mois, les dernières années du no man's land crypto-monnaie, car malheureusement, moi je suis arrivé en 2016, mais j'en ai pas profité. J'en connais qui sont millionnaires, j'aurais pu l'être, mais j'ai raté, j'ai foiré. Et du coup, on va peut-être pas savoir en profiter comme on aurait dû en profiter, parce que les banques vont se mettre dans l'engrenage, la CFTC va se mettre dans l'engrenage, la SEC va se mettre dans l'engrenage, et on va, au lieu de pouvoir se connecter à un échange crypto-monnaie simplement pour acheter nos cryptos, on va peut-être devoir passer par des banques, payer des frais, payer tchic, payer tchac, et se faire ponctionner tout le temps, et au final, ça sera même plus intéressant d'investir dans les cryptos, sauf pour les banques et les institutions qui, eux, se feront un gros paquet de pognon encore, comme d'habitude, afin que toi, simple citoyen, tu restes dans ton marasme économique, une petite personne, tout simplement, qui ne peuvent pas profiter du monde réel. Voilà. Et ça, moi, ça me fait très mal. J'espère que ça va pas arriver en Europe. Mais bon, quand on voit ce qui arrive à Binance pour le moment, on verra ça après dans la prochaine news, mais pas tout de suite. Maintenant, on va parler échange décentralisé. On va dire une mauvaise news contre une bonne news. L'échange décentralisé de Cardano, le Cardax, lève 1,5 million de dollars lors de son premier tour de vente de jetons communautaires. Ça me fout la haine, je ne savais pas qu'il avait eu lieu, tellement je suis pris par mon boulot en ce moment. Donc voilà, Cardax, c'est un exchange DEX, c'est un petit peu comme Uniswap. Et si tu investissais, tu recevais des CDX et tu vas pouvoir aussi être, fournisseur de liquidité, donc de LP, et gagner du CDX, un petit peu comme PancakeSwap et Uniswap. Et Cardax est un très bon challenger sur SundaeSwap. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Ils ont plus pris le côté sérieux de l'affaire, Cardax pour Cardano Dex, de Cardano Dex, que SundaeSwap, ils ont pris un petit peu comme sur PancakeSwap, tu vois. Ils surfent sur le Toon, sur le Toonex, sur le fun pour réussir à avoir des clients. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est leur façon de faire l'ICO, la Initial Staking Offering pour SundaeSwap. Mais en tout cas, là, voilà, Cardax, ils ont quand même levé 1,5 million de dollars. À la base, ils avaient besoin de 50 000 dollars pour lancer la première étape de leur bourse et le lancement du projet. Après, on apprend que MicroStrategy continue d'acheter des crypto-monnaies au 4e trimestre et au 3e trimestre, continuera, malgré la perte de valeur au 2e trimestre pour la société. Elle a perdu environ 700 millions de dollars suite à ses investissements en Bitcoin. Donc il faut savoir que MicroStrategy, ce n'est pas une société qui est uniquement sur les crypto-monnaies. MicroStrategy, c'est un géant du logiciel, c'est coté sur le Nasdaq et ils enregistrent une perte totale de près de 700 millions de dollars parce qu'ils ont investi dans le Bitcoin. Mais bon, Michael Saylor s'en fout, persiste et signe. Il dit, nous allons racheter, nous continuons d'être satisfaits des résultats de la mise en œuvre de notre stratégie d'actifs numériques. Notre dernière augmentation de capital nous a permis d'étendre nos avoirs numériques qui dépassent désormais les 105 000 bitcoins. À l'avenir, nous avons l'intention de continuer à déployer des capitaux supplémentaires dans notre stratégie d'actifs numériques
Conclusion, ils vont continuer à acheter du Bitcoin et ils s'en foutent de perdre de l'argent, car pour eux, c'est du long terme. Et c'est sur le long terme que le Bitcoin est gagnant. Exemple personnel, mon premier Bitcoin, je l'ai acheté à 400 $ en 2016. Il est à 40 000 $. Ça fait 1 fois 100. Malheureusement, il me reste plus qu'un Bitcoin et j'en avais assez bien. J'ai perdu énormément en tradant et en apprenant de mes erreurs, tout simplement. Allez, c'est tout pour les news un peu positifs. Et maintenant, on va s'attaquer au gros morceau de la journée. Et le gros morceau de la journée, on va commencer par la Malaisie. La Commission des valeurs mobilières de la Malaisie a ordonné à Binance de désactiver son site web dans le pays d'ici le 8 août. Ce qui laisse 9 jours à Binance pour éteindre Binance.com en Malaisie. La Commission des valeurs mobilières a lancé aujourd'hui une action coercitive contre Binance. L'échange a reçu donc l'ordre de désactiver Binance.com et les applications mobiles en Malaisie d'ici le 8 août 2021. Les utilisateurs malaisiens ont été avertis de cesser d'utiliser la plateforme. Il faut savoir que Binance, malgré malgré des mesures, malgré des avertissements contre Binance Holding, eh bien, a continué à faire tourner son site en Malaisie. Et Binance a violé la loi de 2007 sur les marchés des capitaux et les services. Dans un communiqué de presse, la SC a déclaré que le PDG de Binance, Chen Zhengzhao, avait été spécifiquement chargé de veiller à ce que les directives ci-dessus soient appliquées. Mais monsieur a décidé que non. Il est conseillé aux investisseurs de cesser de traiter et d'investir par le biais du DAX illégal. Ceux qui ont actuellement des comptes chez Binance sont fortement invités à cesser immédiatement de négocier via ces plateformes et à retirer immédiatement tous leurs investissements. La Malaisie a décidé de frapper un gros coup sur Binance. Et il n'y a pas que la Malaisie, n'oublie pas, il y a le Royaume-Uni, il y a Singapour, il y a les Philippines qui sont aussi contre Binance, mais il n'y a pas que ça. Nouvel article, hop, Binance ferme ses contrats à terme et dérivés crypto dans 3 pays européens. Et ça fait très mal. Moi j'ai de la chance en Belgique pour le moment, on peut toujours, mais de toute façon je m'en fous personnellement, les futurs et les dérivés j'utilise pas. Donc voilà, le 30 juin, donc aujourd'hui, Binance annonce le nouveau changement pour les clients des Pays-Bas, à côté de chez moi, de l'Italie, mon deuxième pays, ma deuxième nationalité, et l'Allemagne, à côté de chez moi, à côté de chez toi aussi en France, qui ne seront essentiellement pas autorisés à ouvrir de nouveaux comptes pour les contrats à terme et les produits dérivés. Binance ajoute que l'Europe est un marché clé pour l'entreprise et a salué les étapes proactifs de la région vers l'harmonisation des réglementations crypto-monnaies. Entre parenthèses, il dit merci l'Europe de me remettre sur le droit chemin, je vais juste me taire et appliquer ce que vous me demandez. Alors les relations difficiles de Binance avec les régulateurs mondiaux pour intensifier ces mesures de conformité dans le but d'apaiser les inquiétudes des régulateurs mondiaux concernant les exigences locales tout au long du mois de juillet, Binance a réduit de plus en plus de services. Il a réduit les limites de retrait quotidien. Il a cessé son offre de trading de jetons d'actions, Tesla, Apple. Ils ont dévoilé un outil de déclaration fiscale et il a réduit les effets de levier. Je t'en parlais hier. Ils ont suivi un peu ce que FTX fait. Et derrière ça, tu dois voir vraiment une grosse pression des régulateurs mondiaux. Binance s'est retrouvé au milieu des projecteurs dernièrement, du Royaume-Uni, comme je t'ai dit, du Japon, de l'Italie, de Singapour, des îles Caïmans et d'autres pays. Et comme je viens de te dire, la SC, la Security Commission malaisienne, indique que la bourse a continué de mener ses activités en Malaisie malgré les avertissements précédents. Conclusion, Binance a joué avec le feu, est en train de se brûler les ailes. Je pense que Chen Zhengzhao j'espère qu'il va commencer à se rendre compte de ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, monsieur déclare la conformité est un voyage. Il est même prêt à démissionner de son poste si la bourse est en mesure de trouver un candidat approprié, possédant une solide expérience en réglementation. C'est assez fou que le créateur de Binance est prêt à démissionner de son poste. Je pense qu'il doit être acculé par les règlements, par les institutions réglementaires. Je pense que Binance est sous le feu des projecteurs et que ça va être la première tête à tomber. Donc, c'est pas un conseil, moi personnellement, j'enlève tout
enfin j'ai déjà enlevé tout ce que j'avais, pardon, de Binance, je suis passé sur Kraken. Certes, il y a beaucoup moins de shitcoins, mais je m'en bats les steaks, je n'utilise pas les shitcoins, certes. Maintenant, tu peux faire du staking sur Kraken, et c'est réglementé, c'est en Europe. Donc voilà, je pense qu'il est temps de se rendre compte que Binance est devenu un petit peu trop gros, et que c'était un petit peu l'hydre à plusieurs têtes qu'il faut couper. Et je crois que les institutions réglementaires ont décidé que Binance devait peut-être, mourir et faire un exemple. De toute manière, dites-vous bien que tout ça, tout ce qu'on est en train de vivre, ça va être repris un jour ou l'autre par les États. On va se faire avoir parce que c'est trop beau pour être vrai. Et ce qui est trop beau pour être vrai, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, tu sais ce qui est noté dans la Constitution, c'est pas possible. C'est le pouvoir aux politiques, c'est le pouvoir d'asservir les masses. Et ça, c'est l'argent qui te le permet. Si toi maintenant, tu récupères le pouvoir sur ton argent, ben les États ils sont dans la merde. Conclusion, attends-toi dans les quelques prochaines années à ce que nous perdions le pouvoir sur nos crypto-monnaies. Peut-être pas toutes, mais bon voilà. Moi ça me laisse tout sceptique, toutes ces news aujourd'hui, ça me laisse vraiment sceptique, ça fait un petit temps que j'y pense. Je me dis waouh, il y a bien un moment où ça va tomber, et quand ça va tomber, ça va faire mal. Moi personnellement, je suis en Belgique, je sais que la Belgique, ben, c'est un pays avec je ne sais ni combien de... avec je ne sais pas combien de... On a 9 gouvernements, donc tracas, ça va prendre du temps, mais quand l'Europe aura décidé, la Belgique va suivre direct. Il n'y aura même pas tergiversé, le fédéral, ils vont suivre. Donc voilà, j'attends vraiment voir ce que l'Europe va faire. Mais quand je vois que Italie, Allemagne et Pays-Bas ont demandé à Binance d'arrêter ses dérivés et les contrats à terme, je pense que ça va arriver en France, que ça va arriver en Belgique, beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, comme je t'ai dit hier, il fallait absolument qu'il passe cette moyenne mobile 100 sur du daily. Et tu vois bien qu'on a fait un doji d'hésitation et de retournement de tendance. Ici, on a vraiment fait un doji vers trading. Hop. Tu vois, et ce doji, généralement, depuis que j'ai mis le moteur de recherche Brave, je n'arrive plus à rien trouver. Il n'est pas au point, hein, leur moteur de recherche Brave. Donc, doji, voilà. Voilà, hop, tu vois ici, on va aller là-dessus. Pas plus simple. Un truc YouTube, on s'en bat les steaks. Voilà. Donc, le porteur d'eau, ceci, mais c'est vraiment quelque chose très révélateur quand il met d'une incertitude. On appelle ça vraiment révélateur d'une incertitude. T'as le doji étoilé, le doji en croix, le doji dragon, la pierre tombale et le porteur d'eau. Ici, on a un doji étoilé. Et ce doji étoilé, généralement, quand on est dans un trend haussier, comme tu le vois ici, après on a un trend reversal. Donc vraiment, tu vois, hop, et puis hop, t'as un trend reversal. Il y en a plein, tu vois, mais il y en a beaucoup. Donc, je pense que ce qui se passe ici, là, lui, il a dit, les gars, t'es monté de 20% en 7 jours, la fête, elle est finie. Maintenant, on va vers le bas. Pourquoi? Parce que de 1, t'avais la moyenne mobile sans période sur du daily, qui a joué son rôle de résistance. Et aujourd'hui, tu vois bien que c'est en train de chuter. C'est quand même descendu jusqu'aux 38 332 $. C'est remonté un petit peu, mais bon, on voit bien qu'on est déjà à 39 111 et que les bulls, niveau volume en plus, ça part en vrille. Tu vois bien que niveau volume, ça baisse sévère. On est passé du H4, on est passé en zone de surachat et on est déjà à 53 sur le RSI. Conclusion, voilà. Maintenant, sur du H4, il y a quelque chose qui est pas mal, c'est qu'ici, tu as un Golden Cross qui vient de se faire entre la moyenne mobile sans période en orange avec la moyenne mobile 200 périodes en bleu. Donc la bleue repasse sous l'orange. Du coup, quand tu as la bleue qui passe sous l'orange et tu as la Triforce, donc tu as les trois qui sont alignés, généralement ça repump derrière. Mais bon, encore une fois, le Bitcoin en ce moment est très compliqué à deviner ce qu'il fait. J'ai vraiment l'impression que là, il y avait une grosse résistance en plus. Tu vois, ici, on a vraiment une grosse
zone de résistance sur les... Voilà, entre les 40 904 et les 40 927, on a vraiment cette ligne de résistance qu'a joué. Et du coup, cette ligne de résistance, elle était carrément en alignement avec la moyenne mobile sans période. Et tu vois vraiment ce doji d'hésitation, cette étoile du soir. On aurait pu dire une étoile du soir, le seul problème c'est que le Bitcoin ne ferme pas et n'ouvre pas comme à la bourse traditionnelle. À la bourse traditionnelle, tu as une ouverture, une clôture, et puis tu aurais pu avoir une étoile du soir qui était un petit peu plus haut, et le lendemain c'était un peu plus bas. Mais il n'y a pas de gap entre les deux si tu veux. Le Bitcoin, il n'y a jamais de gap. Contrairement à la bourse, regarde, un gap, qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer à la bourse. C'est un petit peu ce qui se passe sur Facebook là. Voilà, ça c'est un gap de week-end. Donc tu vois, là on était le 21 juillet, on a fermé là, et ici, le 23, donc il y a eu le week-end, à l'ouverture du lundi, on était à 361. Du coup, on a eu un gap de week-end qui valait 2,67 points. Mais ça, c'est à la bourse traditionnelle. Mais sur le Bitcoin, un gap, ça n'existe pas, sauf sur le CME, parce que c'est la bourse. Et comme ça n'existe pas, mince, je me suis pas sur le bon, pardon, il faut aller sur portfolio. Voilà. Et comme ça n'existe pas, il n'y a pas de gap. Donc lui, il peut pas être esselé. Mais lui, moi, il me dit incertitude, conclusion, ça repart vers le bas, conclusion, possibilité de venir chercher la moyenne mobile 50 périodes pour rebondir, ce qui pourrait être quelque chose d'assez intéressant, surtout qu'on viendrait chercher cette résistance située entre les 34 000 et 337 et les 34 724 $. Si on vient chercher ici et qu'on rebondit et qu'on repart rechercher la moyenne mobile 100 périodes, on pourrait peut-être la casser. Mais de toute façon, tu vois que le volume descend déjà, que le RSI est repassé dans sa zone, il n'y a pas photo. J'espère que tu as profité de ça. C'est comme je t'ai dit, en 2017, c'était pareil. C'est pas parce que le Bitcoin il monte qu'on n'est toujours pas en tendance baissière. S'il fait des hauts de plus en plus bas, on est en tendance baissière. Ici, il est toujours sur un haut plus bas que le précédent, parce que le précédent haut, il est là, ou ici, ou là. Conclusion, Bitcoin, ça veut pas dire qu'il va continuer de chuter, mais ce week-end s'annonce rouge ou pas. Moi personnellement, je pense qu'il y ait une grosse chance. Je ne traderai pas, mais je pense vraiment qu'il y a une chance qu'il vienne s'échouer aux 34 000 $. Maintenant, il peut avoir un regain d'énergie, venir rebondir ici, ce qu'il a fait en plus, hein, mais alors ici il a rebondi là en fait. Il peut avoir un regain d'énergie, mais je pense que ce qui serait sain, c'est vraiment qu'on chute, qu'on vienne rebondir dessus, faire un pullback sur la cassure de la moyenne mobile 50 pour repartir et revenir chercher la moyenne mobile 100. Enfin voilà, ça c'est vraiment l'idéal qui pourrait se produire. Il suffit de regarder sur du H4. Allez, on a fait une grosse bougie ici, puis après tu as une bougie bof et une bougie verte qui reprend même pas la moitié de la précédente rouge, et après tu as encore un doji d'hésitation. Donc la suivante, elle va chuter d'office, elle va dumper. Autre chose, tu vois vraiment que sur le H4, on a cassé la tendance haussière qu'on avait établie ici. Tu vois bien, attends, on enlève l'élément parce que c'est toujours embêtant. Voilà, si je relis les points ici, on va le faire avec le crayon. Voilà, donc on a commencé ici à 29 000 $. On a rebondi ici à 32 000 $. On a rebondi ici à 33 800, à 34 148 et à 34 360. Et là, c'est parti un peu en parabole. On a refait une autre tendance. Tu vois, on repart de là. Hop, on fait une oblique un peu plus pentue. On l'a cassé. On stabilise. Et ici, on recasse la première tendance. Conclusion, la logique voudrait que au moins on vienne rechercher le précédent plus bas. Et le précédent plus bas qui pour moi a un petit peu de poids, c'est le 36 348 $. Mais je pense qu'il faudrait venir chercher ici la zone de résistance située entre les 34 337 et les 34 724 $. N'oublie pas, moi je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Mais bon voilà, j'ai commencé à trader en 2008 avec la bourse, donc je me suis formé. Et l'analyse du price action, l'analyse du prix, c'est le plus important. On peut faire ce qu'on veut, c'est ça le plus important. Conclusion, pour moi, il y a des chances que ça chute. Maintenant, si ça tombe, ça va monter. Mais je pense
que ça va chuter. Nous verrons ça demain lors du petit journal du crypto. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un commentaire, me mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets-moi aussi un commentaire, dis-moi pourquoi tu n'as pas aimé, mets-moi un petit pouce rouge et surtout, partage un max, pose tes questions, je réponds toujours à tout. Et comme j'aime bien dire, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace mes pros.